Et je comprends tout à fait qu'ils prennent des grosses sommes D'accord. au regard de ce qu'ils apportent en termes de visibilité. Si c'est proportionnel à ce qu'il apporte à une organisation, c'est normal. Ouais, mais après, ça veut dire que le sport en lui-même, il va devenir un peu circus. On parle de réseau, t'es sponsorisé par qui? Par qui? Par plein. Non mais dis, Aujourd'hui. Non mais il y a une marque depuis tout à l'heure. j'en parle. Aujourd'hui, on a frappé El Morgen. Que vous le voulez ou non. Ok, alors bienvenue à tous dans le podcast de Ultimate Cage. Un grand plaisir et un honneur pour moi d'animer ce podcast accompagné de personnes telles que Ismaël Niang. Ici, on a Rouskov Domingos. Et à ma gauche, ici, on a Fiensou Bouzelouf, alias les Briques Rouges. Et une tête que je suis très content de revoir parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, c'est monsieur Bouafia Sofiane. Bienvenue à tous, merci d'être là, merci d'avoir répondu présent. Le podcast, initialement, c'est pour discuter un petit peu de l'Ultimate Cage. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous allez combattre le 19 octobre chez nous à l'Ultimate Cage. On est super content de vous recevoir. Ça fait plaisir de vous avoir sur la carte. Et puis, à travers ça, on va survoler un petit peu l'actualité du MMA en France, un petit peu. Puis, on parlera un peu de tout et de rien. Donc, bienvenue à vous. Fiensou Bouzelouf, Sofiane Bouafia, Ismaël Niang, Rouskov, merci d'être là. Donc Rouskov, il sera pas sur la carte du 19 octobre, mais il nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Et puis, je vais commencer par lui. Tiens, dis-moi, toi qui as participé au premier Ultimate Cage, qu'est-ce que tu en as pensé ? Combattre à domicile, ça reste toujours mieux. Et niveau ambiance, l'ambiance du 5-9, ça n'a rien à voir avec les autres pays. Hein. T'as vu, c'est un truc à part. Et combattre à domicile, c'est quelque chose. Et en termes d'organisation, est-ce que tu as bien été reçu, bien traité ? Est-ce que ça a été à la hauteur de ce que tu as pu vivre dans d'autres J'ai été aux petits soins et très bien traité. Voilà. Vous qui n'avez pas combattu, donc vous n'avez pas connu l'Ultimate Cage 1, mais vous êtes venu en tant que public. Je ne sais pas si tu étais là, toi, Sofiane. Ouais, j'étais là. Alors ? J'étais là au dernier. C'est ça qui fait que... C'est en partie ça qui fait qu'aujourd'hui... Ouais. C'est ça qui fait qu'en partie je suis sur la carte aujourd'hui, parce que combattre à la maison, nous qui sommes d'une génération où on a commencé en 2000 avec Fensou, on a commencé en combien, en 2000 Moi 2010, toi avant 2009. 2009, ouais. Donc on combattait souvent en Belgique, où on était comme à la maison, parce que il y avait de nombreux supporters qui faisaient le déplacement. Mais là, de combattre vraiment à la maison, on sent que c'est particulier. Justement, alors là, c'est super que tu me parles de ça, parce qu'à l'époque, effectivement, la maison pour nous, c'était où ? C'était la Belgique. Ouais, on était à côté. Le MMA, c'était interdit en France. Et aujourd'hui, le MMA, c'est autorisé en France. Donc, j'imagine que c'est ce qui vous anime quand vous voyez qu'aujourd'hui, dans notre ville, à Lille, on puisse organiser ces choses-là. Mais c'est quoi votre regard par rapport à tout ça ? Donc, avant, on devait aller passer les frontières justement pour pouvoir se montrer. Donc, notre public se déplaçait jusqu'en Belgique. Et aujourd'hui, on voit que le MMA il a évolué. On peut combattre chez nous en France. Mais est-ce que tu n'es pas nostalgique de la vieille époque ? Ou est-ce qu'au final, tu es friand en fait, de ce qu'on peut faire là aujourd'hui ? Et puis, c'est peut-être aussi ce qui t'a donné le goût de revenir. Nostalgique, non. Nostalgique, non, parce que en fait, nous, on combattait toujours à l'extérieur. À la base, on était appelés pour en petit pain, nous, tu vois. Déjà, au niveau amateur, il y a un gros fossé entre ce qui était fait avant et ce qui se fait aujourd'hui. Tu vois, au niveau organisationnel, au niveau des matchmaking, au niveau de tout. Nous, on combattait dans un hangar au fin fond de la Wallonie. T'as vu un truc avec des plafonds bas, tu rentrais, t'étais même pas sûr de ton adversaire, tu vois. Il y avait des adversaires échangés à la dernière minute. C'est déjà arrivé carrément qu'il manquait un combattant, il y avait des appels dans le public. On a besoin d'un 77 là, novice, t'as vu. Il y avait un Tchétchène au fond de la salle qui levait sa main et disait « Moi, veux combattre, moi », tu vois ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement différent. Donc aujourd'hui, concrètement, c'est super intéressant de pouvoir venir combattre chez soi. Et au moins, quand je dis chez soi, je parle... Bon là, c'est un événement qui est dans la région, donc qui est dans le nord de la France. Mais en soi, même combattre à Paris ou dans le sud, ou ne serait-ce que de pouvoir combattre dans son pays, déjà, c'est aussi gratifiant et c'est bien. Et Fiensou, aujourd'hui, qui est actif
dans le circuit. Comment tu fais, toi, le parallèle entre comment tu vivais avant et comment tu vis aujourd'hui ton MMA? Est-ce qu'il a changé justement par le fait que aujourd'hui, maintenant, tu peux combattre légalement et tu as ce statut pro officiel en France ici? Bah, légal ou pas légal, moi personnellement je m'en fous, puisque avant que ça l'était ou pas, on combattait quand même. Comme il a dit, on allait en Belgique. Mon premier gros event, je l'avais fait au Liban, au Desert Force en 2015. Donc en vrai, si tu avais vraiment envie de combattre, tu pouvais combattre. C'était pas un problème, ça. Il n'y avait pas de... Rouskov, par rapport à tout ça, le MMA à l'époque et le MMA d'aujourd'hui, parce que toi aussi, tu as combattu avant que le MMA soit légal, tu étais déjà sur le circuit. Mon premier fight, c'était en Pancras, c'était à Nîmes au GFA. Après, c'était bien, moi, ça faisait 4 mois que je m'entraînais, donc en vrai, j'avais ni sol ni striking, donc ça m'arrangeait, tu vois. Et après, voilà, j'ai fait mon taf et ça m'a plu, en fait. Je dis, je vais me lancer direct. Ouais, ça passe pas. Tu vois. Alors, moi, il y a un truc qui m'intéresse par rapport à ce qu'il y avait avant et aujourd'hui, c'est que avant, quand tu voulais combattre, tu combattais. En final, tu combattais directement, quasiment en pro. Donc, tu n'avais pas le circuit amateur. Il était beaucoup plus court. Le circuit amateur était beaucoup plus court. Donc aujourd'hui, notamment. Voilà, c'est le chuto. C'est le chuto les premiers qui sont venus et qui ont mis les références novices. Exactement. Et amateurs. Et du coup, aujourd'hui, maintenant que ça s'est un petit peu structuré en France, et même en Belgique, hein, parce que c'est les premiers, il faut le dire, il faut le reconnaître, les premiers, c'est les Belges chez nous qui ont mis en avant ce niveau amateur et qui nous a permis à nous, Français aussi, de pouvoir aller combattre là-bas. Mais Isma, toi, qui du coup, t'évolues toi aujourd'hui actuellement dans le milieu amateur, est-ce que tu es pressé de passer pro? Est-ce que pour toi, du coup, du fait que le statut amateur maintenant il est bien et qu'il commence à avoir un vrai level dans le milieu, est-ce que tu te sens bien là et comment tu vois toi du coup l'avenir par rapport à ça? Bah déjà, je peux pas être pressé de passer pro si j'ai pas encore le niveau pro. Il y en a beaucoup qui se trompent. Il faut savoir prendre son temps en amateur et ça c'est très important. Et c'est ça la différence avec par exemple vous combattez avant, c'est que là on a l'occasion de pouvoir avoir beaucoup d'expérience, on s'en fout des défaites. Donc là, il faut vraiment combattre souvent. Et après, si on a le niveau, moi, je sais même pas encore si je l'ai, mais si un jour on a le niveau, ouais, il faut passer pro. Mais ce qui est bien de nos jours, c'est qu'en amateur, on s'en fout des défaites. Après, c'est vrai, avec les réseaux sociaux, ça peut vite prendre de l'ampleur, etc. Une défaite, elle peut rester. Mais quand tu es combattant, tu sais très bien qu'en amateur, ça compte pas. Et donc moi, non, je suis pas pressé de passer pro. Pour l'instant, j'ai même pas beaucoup de combats amateurs. Donc je reste à ma place, je fais mon parcours et c'est tout. Justement, là, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, en tant que matchmaker, donc j'organise la carte amateur et professionnel avec Djibril. Moi aujourd'hui je suis coincé avec et je veux avoir un petit peu votre opinion sur ça. Moi des fois je suis coincé avec des mecs qui ne veulent pas affronter certains mecs en amateur parce que ils ont peur d'avoir ce palmarès négatif. C'est quoi votre regard par rapport à ça? Ben, nous qui sommes de la vieille école, tu sais d'avance qu'on en pense, Nectar, tu vois. Et justement, j'essaie de transmettre ça aux jeunes qui s'entraînent avec nous sur le fait qu'au niveau amateur, c'est vraiment que bonus. C'est que de l'expérience. Et de rester dans une zone de confort en amateur, ça va te desservir à un moment ou à un autre quand tu vas passer pro. Tu as besoin de te mettre en danger. Je prends l'actualité, je prends l'exemple de mon petit frère par exemple, où on a réfléchi avant qu'il accepte le combat du week-end dernier, parce qu'il combattait un mec qui était vraiment beaucoup plus expérimenté. On parle de Walid Tandja. Hein. Walid Tandja et Maïdine Bouafia. Okay. Et en amateur, en pro, ça aurait été un combat qu'il n'aurait jamais pris, tu vois. Ouais. Et du fait que ce soit amateur, lui, il n'avait rien à perdre, il est allé. Et je pense que cette expérience-là va le rendre plus fort demain en pro qu'il ait gagné ou perdu, tu vois. Exactement. Après, moi, c'est mon opinion. Et des fois, j'ai des débats, moi, avec des coachs. Quand on me dit non, on va pas le prendre parce que ouais, c'est compliqué, il est un petit peu costaud, on n'est pas sûr d'eux. Moi, ces trucs-là, moi, ils me révoltent. Après, excuse-moi, je me permets d'intervenir. Après aussi... si on parle des coachs, c'est normal que le coach essaye de préserver son élève. Il découvre une nouvelle... Mais est-ce qu'il lui rend réellement service? Ben après, il faut trouver, à mon avis, la limite, elle est courte entre le juste milieu, entre préserver son athlète et aussi
le permettre de se développer. Ça veut dire accepter des défis, oui, mais des défis réalisables, tu vois. Moi, j'ai vu des choses en amateur à une époque où des différences de niveau flagrantes, et je pense que ça en a écœuré plus d'un, tu vois. Tu viens premier combat, tu tombes contre un mec, on te dit ouais, 0 combat MMA, mais le mec il a 15 combats d'anglaise, ou il y a une expérience en lutte, ou tu vois. Et ça crée des déséquilibres, et ça peut être écœurant pour quelqu'un qui débute, tu vois. Alors, c'est pour ça que moi, par exemple, là, je prends l'exemple de ton petit frère qui a combattu récemment. Son adversaire, je crois, il y a 22 combats. Ouais, c'est ça. 22 combats. Maïdine, en amateur, je crois, il y a 4 combats, 5 combats. 4 combats. C'est quand même un défi. C'est quand même un défi que vous avez accepté de relever. Et c'est tout à son honneur. C'est tout à votre honneur même carrément, parce que je pense que c'est une décision collective qui appartient à tout le monde. Le truc, c'est que maintenant, aujourd'hui, moi, en tant que matchmaker, organisateur d'événements, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des bons profils et des bons combats. J'ai envie de faire combattre, par exemple, le numéro 1 français contre le numéro 2, contre le numéro 3. Et je pense que là, on parle de combats équilibrés. Et on arrive à un moment donné, aujourd'hui, c'est ce que je remarque, moi, sur les différents événements que j'ai pu faire et puis et ce que j'ai pu constater, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, on a des mecs qui ne veulent pas affronter le numéro 3. Le premier ne veut pas affronter le numéro 3. Le premier ne veut pas affronter le numéro 5. Ou le numéro 2, il ne veut pas affronter le numéro 1, il veut affronter le numéro 6. Parce que ils n'ont pas envie d'avoir cette petite tâche dans le palmarès qui fait que le mec est moins crédible parce qu'il a perdu. Et au final, moi, je m'inquiète parce que je me dis, putain, si déjà en amateur, on a déjà ce profil-là, quel risque ils vont prendre demain en pro? Ça, c'est à cause des réseaux. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est ce que j'allais te reprendre. Je pense que si tu supprimais les réseaux de tout ça, on n'aurait plus ce problème-là. Tu vois, nous, à notre époque, c'était pas quelque chose, c'était pas un sport où il y avait de la hype autour. On le faisait parce que on avait X raisons de le faire, tu vois. Mais on le faisait parce que soit c'était un échappatoire sur quelque chose, ça nous faisait du bien, ou tu vois. On n'avait même pas cette idée de développement. Moi, je te dis, pour ma part, tu vois, je pensais même pas combattre un jour devant des salles de 8000 personnes, tu vois ou pas. Donc, nous, on y allait, on était contents de combattre, tu vois. On était contents de combattre parce qu'il y avait beaucoup moins d'opportunités. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est visible. C'est visible. On entend tout ce qui se dit après autour de ça. Ah ouais, nana. Et tu vois, en amateur en général, les athlètes sont jeunes. Donc, ils sont encore atteints par tout ce qui peut se dire autour d'eux, tu vois. Et les réseaux, ils amènent un mini statut de star. Pour moi, c'est mon avis, les réseaux, ils amènent un mini statut de star où beaucoup, par exemple, ils sont déjà en amateur, ils parlent déjà du UFC. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, pour moi, c'est ça qui fausse le... C'est l'exemple qu'il aurait montré aussi, hein, tu vois, comme c'est sûr, quand tu vois Alain Landouzi qui call out Paul Dana, et que Dana il lui parle de chèque en amateur, excuse-moi, mais c'est un truc de fou. Arrive à un moment, faut redescendre les gars, tu vois. Après, Paul, il y a de la hype. Ouais, il y a de la hype, forcément. Mais tu vois, ça, c'est des trucs qui se discutent après avec l'organisateur. Ouais, exactement. Forcément, ça va ce truc. Mais là, quelle image tu donnes? Non, il a raison, mais je pense qu'il prenait pas en compte l'ampleur que ça allait prendre. Je pense en fait, il lui disait ça comme ça, comme un ouais, donc c'était naturel, donc c'est vraiment... C'est ça. Mais moi, par exemple, tu vois, un gars comme Paul Dana, moi, je comprends tout à fait qu'il réclame des sommes. Et je comprends tout à fait qu'il prenne des grosses sommes. Tout à fait d'accord. Au regard de ce qu'il apporte en termes de visibilité. Si c'est proportionnel à ce qu'il apporte à une organisation, c'est normal. Ouais, mais après, ça veut dire que le sport en lui-même, il va devenir un peu circus. Parce que comment t'expliques qu'un amateur qui va t'offrir des combats d'amateurs, il peut prendre la place d'un professionnel sur une carte, sachant que même si c'est pas ce professionnel-là qui va te remplir ta salle, c'est lui qui va te faire l'un des plus beaux combats de la soirée. Parce qu'en fait, les gens, quand ils viennent regarder un combat, c'est malheureux à dire, mais en vrai, la plupart des gens, ils viennent pas regarder un beau combat. Et ben dans ce cas-là, qu'il faut un événement avec ça dépend. Ça dépend. Ouais, parce que généralement, ils viennent voir un beau combat. Les connaisseurs, quand ils savent un peu le niveau des deux adversaires et que le match-up il est bon, les gens ils viennent le voir, même s'il n'y a pas de trash talk, tu vois ou pas? Dans le gâteau, les connaisseurs, c'est une faible partie. C'est une faible partie. Alors ceux qui payent, c'est ceux qui viennent voir quand il y a une histoire. Ah, lui il est hype, je l'ai déjà vu. Je suis sûr, il y en a, ils pensent très sincèrement que Paul Dana, il peut être champion UFC. Non, c'est un influent fighter, comme il y en a. Comme il y en a beaucoup. Moi, si je peux apporter un petit peu une petite nuance, en vérité, on a tous raison. Dans le sens où on est capable d'accepter le fait que Paul Dana il réclame des grosses sommes parce que sa visibilité elle est proportionnelle par rapport à ce qu'il demande, et tant mieux. Le problème aujourd'hui, c'est
comment on fait, nous, pour faire combattre Paul Dena, numéro, je sais pas, je crois qu'il est numéro 2 ou numéro 3, je sais même pas s'il est numéro 1, contre le numéro 1 français. Mais tu peux pas, tu dois sortir les sous. Non, mais même aujourd'hui, en sortant les sous, c'est pas possible. C'est-à-dire que moi, en tant que matchmaker, j'ai envie de le faire, ce match-up. Je suis en contact avec Landouzi, je suis en contact aussi avec la team Hexagone, mais problématique, c'est que ça ne se fait pas et ça ne peut pas se faire, peu importe l'argent que tu veux mettre en avant. Donc moi, aujourd'hui, la problématique, donc, c'est bien d'un point de vue hype, d'un point de vue oseille pour les concernés. Par contre, d'un point de vue sportif, c'est quand même dommage qu'en amateur, on ne puisse pas avoir les deux meilleurs Français s'affronter. Après ça, on en revient au problème des réseaux sociaux, hein, parce qu'il y a une histoire d'ego. T'as vu, quand tu te dis va prendre un mec, peut-être des fois tu sais que tu vas perdre. Et à l'époque, à votre époque, tu savais peut-être que tu allais perdre, mais tu dis c'est pas grave, ça va me faire de l'expérience, je vais progresser. Ma tête, elle va pas tourner partout. Tandis que là, tu te dis ouais, je vais perdre, tout le monde va me vanner, ma tête, elle va tourner partout. Il y en a beaucoup et c'est l'ego, c'est normal, ça se comprend. Mais dans ce cas-là, il faut pas combattre alors. Bon, après, nous, les gens, ils faisaient le déplacement. C'est les risques à prendre. Nous, les gens, ils faisaient le déplacement et ça se déplaçait en masse. Hein, C'est les risques, tu gagnes ou tu perds. Tu vois, donc il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais nous, on était dans la vérité du concret, du palpable. Tu vois, les gens, on les voyait, on discutait avec eux. Voilà, et les risques, tu les prends pas aujourd'hui. Tu les prends pas aujourd'hui pour pas perdre ou un autre prétexte. Frère, si tu estimes que tu peux préserver ta carrière pour aller à l'UFC et te faire tartiner en live sur RMC, devant tout le monde, frère, c'est pire. Donc, non, mais moi je suis d'accord avec toi. Moi personnellement, je suis d'accord avec toi. Mais après, tu as vu, je me mets à la place de ceux, de ceux qui refusent certains défis. Ça peut être l'explication. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Et donc là, on y est. Parce que voilà, c'est refuser ces défis. Parce que moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si à un moment donné, tu dois risquer quelque chose, c'est dans le circuit amateur. En boxe anglaise, le circuit amateur, ils font des 200 combats. Et il n'y en a pas un qui dit un palmarès négatif, positif. Non, le système est fait pour que tout le monde se rencontre. Le système est fait pour que tout le monde se rencontre. Et ça, c'est top. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le système y est fait en France, dans le MMA, j'ai l'impression, et je peux me tromper, mais c'est... le numéro 1, il ne peut pas affronter le numéro 2 aussi au championnat de France. Sauf que quand l'année prochaine, il va avoir un autre championnat, là, tu vas basculer en pro. Donc, on n'aura pas tout ce circuit de tout le monde affronte tout le monde. Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Donc, c'est un avantage à la fois d'avoir un circuit amateur où on peut... Je pense que le circuit où tout le monde affronte tout le monde est en deuxième plan, vu la vitesse auquel les organisations amateurs elles se développent. Voilà. Maintenant, des organisations amateurs dans un stade de foot, tu m'aurais dit ça il y a 3 ans, j'aurais rigolé. Je te dis franchement. Ouais. J'aurais dit mais qu'est-ce que tu me racontes, doucement, et tranquille. Même le nombre d'organisations. Et le nombre d'organisations, voilà. ouais, c'est clair. Et alors c'est bien, moi je suis vraiment, je suis Ultimate Cage, hein, pas de doute. Mais moi j'aime bien voir d'autres organisations émerger et proposer des choses et tout. Après, ce qui me gêne le plus, c'est que tout le monde cherche à mettre la main sur des athlètes. Et d'entrée de jeu, en amateur, on a déjà des mecs qui sont managés, ils sont sous contrat. Et donc, du coup, nous, en tant qu'organisateurs, c'est des fois un peu compliqué et gênant d'aller chercher. Et puis, on est obligé d'aller plus loin. Mais aller c'est chercher bien ça. Voilà. Le management. C'est bien que ça soit managé, mais après, comme un coach qui cherche déjà à préserver son combattant, il y a aussi le manager qui cherche que les intérêts de son combattant et puis à la fois son intérêt entre ou les siens, ou surtout les siens, même j'ai envie de te dire. Mais en soi, c'est de bonne guerre, mais il faut pas que non plus ça soit un frein pour aller affronter des défis même un petit peu risqués, tu vois. Et je trouve dommage que dans le circuit amateur, des fois, ces risques-là, on peut pas les prendre parce que y a un coach qui veut préserver son athlète, à juste titre, ou un manager qui estime que non, c'est pas le bon match-up pour lui, j'ai pas envie de le mettre sur un risque comme celui-là pour que son palmarès il soit un petit peu moins hypant, voilà, si je peux dire ça comme ça. Mais en soi, voilà, sur le circuit amateur aujourd'hui, il y a des avantages, donc c'est bien par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais moi, en tant qu'organisateur et puis matchmaker, je vois les limites et les difficultés que ça rencontre et là où ça pose un petit peu problème, où je trouve un petit peu dommage. Après, ce qui est bien avec le circuit amateur aujourd'hui, c'est comme on dit, il se professionnalise et il y a, comment dire ça, il y a une sélection qui va se faire entre ceux qui seront vraiment, comment dire ça, perfectionnistes dans leur façon d'aller chercher une carrière professionnelle un peu plus loin et ceux qui vont se dire... à la fin, vas-y, en vrai, c'est pas pour moi, j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas. Et donc, ça va laisser plus de place aux gens qui en veulent vraiment, tout. Ouais.
On a surfé sur ce sujet-là et m'intéressait. Est-ce qu'il y en a qui veut rajouter quelque chose par rapport à ça? Parce que, si, je veux quand même te poser des petites questions, Isma, par rapport à ça, parce que c'est bien qu'on parle de réseaux sociaux. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es un acteur sur ces réseaux sociaux, vraiment. Donc, tu as une chaîne de YouTube, et tu as un réseau social qui fonctionne super bien, qui s'appelle Pugilat. Exact. Et donc, du coup, tu fais partie un petit peu de ce système qui met en avant les athlètes, mais qui peut aussi, entre guillemets, les toucher ou les blesser. D'où ce fait que certaines personnes peuvent refuser des défis parce qu'ils se disent à un moment donné, j'ai fait une dinguerie, j'étais pendant mon jour, je me suis mangé un KO, il y a peut-être Pugilat qui va venir m'assassiner dessus. J'ai une DA, et je m'en rends pas aux amateurs. Je parle jamais d'amateurs. Ça va. Jamais d'amateurs, sauf quand, vas-y, c'est vraiment un gros combat. J'avais fait avec Paul Denot contre Ibou Marna à l'AEF, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de hype. Là, je l'ai fait récemment avec Wally Tandja contre ton petit frère. Mais jamais je vais critiquer un amateur. Ouais, il a fait ça. Ouais. J'utilise pas mon audience pour jeter les yeux sur un amateur. Après, en pro, ça fait partie du jeu aussi. Il y a des pros, ils n'acceptent pas certaines critiques, mais quand tu es en pro, faut prendre la rose et ses épines. Et moi, c'est un peu mon rôle. Mais les amateurs, je vais jamais dire ouais, lui a perdu. Je vais jamais afficher. Et ça fait combien de temps là maintenant que tu as ton média? Je sais pas, ça fait peut-être 2 ans, je crois, un truc comme ça, ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à en vivre déjà dans un premier temps? Et quelle perspective que tu as par rapport à ce que tu fais? Parce que tu es à la fois acteur, mais aussi tu es pratiquant et tu combats aussi. Donc c'est bien aussi pour installer une crédibilité, c'est de monter dans la cage pour pouvoir te parler des sujets que tu connais. Donc du coup, comment tu te vois par rapport à ton média, ce que tu gagnes, l'argent que tu peux prendre en tant que combattant, est-ce que les deux se valent bien ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas continuer, tu vas faire évoluer ton média un peu plus loin? Moi, où je me vois, mon média, en fait, j'ai envie d'avoir une plateforme où je peux donner mon avis. Parce que c'est ce que j'ai toujours fait, même sur d'autres réseaux sociaux, etc. J'ai toujours donné mon avis. Et qu'il plaise ou qu'il plaise pas, c'est mon avis. Et chacun a le droit d'avoir le sien. Donc, je donne mon avis. Et là, c'est juste une plateforme où je donne mon avis. Et sur mon média, j'essaie d'être un peu plus impartial. Même si c'est pas possible d'être totalement impartial, je reste un humain, mais j'utilise cette plateforme pour donner mon avis. Après, en tant que combattant, c'est vraiment c'est par plaisir en fait que je fais ça. J'ai pas énormément de combats pour l'instant, je tends à en faire plus, mais ouais, là pour l'instant je suis un amateur, on en a parlé, c'était le sujet de juste avant. Je vais essayer d'en enchaîner le plus possible pour sans prétention vraiment venir faire mes combats, comme il y en a plein qui peuvent le faire. Je demande pas que tous les yeux soient sur moi, je fais mon truc dans mon coin tranquille, je vais à l'entraînement tous les soirs et c'est tout. J'essaie de faire ça proprement, essayer de respecter le sport surtout. Et toi, dans ton état d'esprit par rapport au sujet qu'on a évoqué juste avant, est-ce que tu t'interdis certains défis ou est-ce que tu es dans une optique où j'en ai rien à foutre, je prends tout ce qui vient? Est-ce qu'à un moment donné, il y a une limite qui dit non, celui-là je le prends pas? En fait, moi, ma limite, c'est des fois ça me fait rire, il y a des gars, ils sont à 93 kilos et ils disent vas-y, viens en combat. Gros, t'as 93 kilos. Va combattre à 93 kilos. Il y avait un mec, je sais plus... il y en a beaucoup, mais en gros, c'est des gars, ils sont 2 catégories au-dessus de moi, ils veulent se battre contre moi. Les gars, ok, je veux bien, mais vous êtes un amateur, vous faites des cuttings. Faut moins manger aussi. Mais non, mais moi, je suis à 77 kilos, et en vrai, j'ai un physique de 70. Et il y en a, ils sont 93. Les gars, allez dans votre catégorie, ils sont amateurs, ils font des cuttings. Tu les vois au sauna avec de la sweet, la crème, et des tenues transpirantes, pour pouvoir venir dans des catégories en dessous, parce que ça, c'est un sujet qu'il faut aborder aussi. On va l'aborder. Il y en a, ils vont dans 2 catégories en dessous en amateur. Amateur, c'est là pour... Normalement, tu peux faire 3 combats dans la même journée. T'as pas besoin de faire de cutting. En pro, ouais. Mais en amateur... Et justement, alors c'est super que tu balances ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Le cutting. Donc, on sait que dans le milieu pro, le cutting est là, c'est comme ça, c'est dans les mœurs. Et puis, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur ça, et peu importe les recommandations médicales. Mais dans le circuit amateur, est-ce que vous, parce que la Fédération française de MMA, elle est pas pro-cutting, donc du coup, elles organisent les pesées le jour même pour justement empêcher les gens de perdre trop de poids. Est-ce qu'en amateur, pour vous, c'est recommandé, pas recommandé, Rouskov? Comme il disait, en amateur, tu peux combattre 3 fois dans la même journée. Moi, je vois mes oncles, ils coachent en pied-point. T'as vu, quand t'es petit, tu combats limite tous les week-ends, t'es sans protection. Ils t'appellent, ils disent, va demain, tu vois, ce pas-là. On s'en fout en vrai, c'est pour l'expérience. Donc après, les pertes de poids, moi, je suis pas trop fan, surtout en amateur. Et vous?
Moi, vu que je le pratique, j'ai pas. Mais toi, t'es en professionnel. Aujourd'hui, demain, après, est-ce qu'en amateur, enfin, entre guillemets amateur, parce que moi, je t'ai connu quasiment que dans des combats pro. Je t'ai jamais vu, moi, dans le circuit amateur. Est-ce que pour toi, aujourd'hui. T'étais venu à l'OFC déjà? Non, pour moi, c'était du pro. C'était la jungle là-bas, moi, à l'OFC. Ouais. Je sais même pas si c'était du pro ou de l'amateur. Ouais. À l'OFC, pour moi, c'était. mieux, Il n'y avait pas de protection. Pas de protection. Et la guerre. Ça dépend. Il y avait des combats. Après, ils ont mis les protections. Moi, les premiers combats que j'ai vus à l'OFC, les premiers Il y combats avait- que j'ai vus à l'OFC, il n'y en avait pas. Ça dépend, il y avait première partie sans protection. C'était ça. En vrai, c'était l'option que tu pouvais choisir à l'époque. Et Avec c'est toi qui protection l'as ou sans choisi, protection, tu vois ou pas. C'était C'était ça, incroyable. au début. C'était quand même une belle époque. Parce que moi, je me rappelle, je venais en tant que public, moi. Attention, il y a eu des sacrés combats dans Non, cette non, salle. moi, hein. j'ai vu des vraies Il y a eu guerres. des sacrés combats dans cette Moi, j'ai salle. vu des vraies guerres. Et d'ailleurs, la première guerre que j'ai vue à l'OFC, c'était la tienne. T'étais en train de te faire dérouiller dans tous les sens. Je sais pas ce que tu faisais à un moment donné. T'as pris le gars. Je sais même plus. Le mec, tu lui as claqué un étranglement. Et il m'avait choqué. Et tu m'avais choqué ce jour-là. Emeric Mouton. Ouais. Mais il va pas dérouiller. Non, ça a mais, duré 2 minutes. mais debout, c'était C'était debout, Blaze c'était à l'ancienne. laborieux. Emeric Mouton. Debout, c'était laborieux. T'avais pas le debout que t'as aujourd'hui. T'avais Non, pas le debout non, que t'as non, aujourd'hui, il je m'en avait rappelle. essayé, ouais, après, je l'ai ramené, je l'ai étranglé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, parce que moi j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, Fiansu, donc on se connaît depuis combien de temps? Au moins 20 ans. Ouais, plus 2003, 2004, 2003, 2004, 2004, on s'est rencontrés à travers rap, la musique. Voilà. Ah, tu faisais quoi avant? Donc tu faisais de la musique? Tu faisais quoi? Comment t'es sorti t'es sorti de ta zone, je t'ai retrouvé dans la musique. Après la musique, je t'ai trouvé animateur radio. Après, Animateur, ouais. animateur radio, t'organisais des clashs. Ouais, il m'avait demandé, donc je le faisais. Après, Ouais. j'étais pas vraiment animateur. Tu sais, quand t'as rien à faire, t'es jeune, tu trucs, on te dit, ouais, à la radio, ouais, vas-y, bientôt. Mais après ça, et après, moi, comme tout le monde, tu sais, je traînais un peu dehors, truc. Nous, chez nous, il y avait Michael Del Valle qui avait commencé depuis longtemps le MMA. le MMA. Il était déjà bien dedans, il faisait déjà ses stages avec, je me rappelle, Fedor, il aimait bien le banner, les trucs comme ça. Il a ouvert son club dans mon quartier. Il y avait déjà So qui était là-bas. Je crois qu'il y avait Anthony Salamon, il venait aussi des fois, non? Ouais. Il y avait lui, il y avait Mika, il avait ouvert avec les jumeaux. Il y avait carrément Mahmoud l'ancien, il y avait Audrey. Il y a en fait plein de petits de mon quartier. Après, lui, Michael, il a dû fermer la salle. Parce que la salle, c'était l'ancienne salle de judo. Elle partait vraiment en ruine. Je crois que c'est même de là que les premiers champis sont venus. Je crois. Non, c'était une salle vétuste. C'était Sur une les ambiance. champignons. C'était une salle de Ça n'existait Philadelphie. pas encore les Non, mais c'était champignons. vraiment une salle de Philadelphie. Les douches, elles étaient impraticables, tu vois ou pas? C'était un truc. Ça On s'entraînait sur des tatamis avec des bâches de chantier bâches, dessus. ouais. Mais c'est sérieux. hein. Ah non, c'est vrai. C'est un truc C'est de sérieux. fou. Et après, lui, il a fermé son club à cause de ça, justement. Et après, c'est So qui m'a ramené dans l'autre club où je suis passé entre deux avant de venir à l'AFC. Et puis voilà, c'est comme ça que je me suis pris goût. J'ai pris goût plutôt, excusez-moi. J'ai pris goût au sport, t'as vu. Alors moi, comme je t'ai connu, moi, à l'époque, à travers un petit peu la musique, après, je t'ai suivi dans le sport, et puis moi, j'ai toujours gravité dans les sports de combat. Donc, j'ai découvert bien plus tard, moi, le MMA. Moi, j'étais dans le karaté. Et par contre, je vois que tu as toujours cette petite fibre de, j'ai pas envie de dire animateur, mais d'ambianceur. T'es un bon petit ambianceur. Quand je regarde les snaps, les réseaux sociaux, Ouais. du coup, j'ai mes potes, maintenant, ils m'appellent, ils me disent, putain, t'as vu les stories de Fiansu? Donc, c'est quoi ton kiff aujourd'hui? Après les réseaux, c'est parce que c'est là, c'est à disposition. Donc des fois, c'est amusant qu'il y a de l'ennui et tout. Mais après, moi, mon kiff, tout simplement, c'est m'entraîner, combattre, voyager. Parce que grâce au MMA, j'ai quand même pas mal voyagé. À travers les voyages ou les camps que j'ai pu faire, j'ai connu des gens de l'étranger. En fait, ça m'a ouvert un peu. Ça m'a ouvert au monde. Les perspectives, ouais. Ça, voilà. Et après, au niveau de l'ambiance et tout, ben ça, c'est du rap, les concerts, les trucs. Mais attends, mais t'es sponsorisé par qui là en ce moment? Hein? On parle de réseau, t'es sponsorisé par qui? Par qui? Par plein. Non, mais dis, il y a Ah, aujourd'hui Non, mais il y a une marque depuis tout à l'heure, t'en parles. Aujourd'hui, on a frappé El Morgen. Que vous le voulez ou non. Moi, je me rappelle une anecdote. Donc, un jour, tu m'as baladé, moi, dans toutes les salles de MMA. Parce que quand j'ai découvert le MMA, c'est là un petit peu qu'on s'est retrouvés, nous,
On s'est retrouvés. Et puis moi, je t'ai toujours suivi. Et de là, tu m'as ramené chez Sofiane. Je me rappelle, une fois, j'étais venu, je sais pas si tu te rappelles, j'étais venu m'entraîner chez toi. Il y avait AM. Ah, même là, tu es tombé en AM, panne. il y avait, alors il y avait, pour Mickaël l'anecdote, il y est avait tombé en Mickaël panne. Lebou. Il y Ouais. avait Mickaël Lebou, il y avait Anthony Salomon. Et il y avait le regretté Romain Molodji. Ouais. Et c'est ce jour-là Ouais, que, quand on est venu je me s'entraîner, souviens. tu te rappelles? Je me souviens. Moi, cet entraînement-là, il m'a. C'était un entraînement libre, hein, on est venu, puis on se paringuait un petit peu. D'ailleurs, c'est là que j'ai compris la légende de Dalsim, les grands bras. Quand on a tourné à deux, il est intouchable, le mec. Dès qu'il tend ses bras, j'en prends une. Mais ce jour-là, il y a fin d'entraînement, on discute avec Mickaël Lebou. Et t'avais dit un truc, je sais pas si tu te rappelles, il t'a dit un truc du style tu devrais aller combattre au M1. Et moi, ta réponse, ça m'avait choqué. Je sais pas, est-ce que tu te rappelles de ce. Je me souviens plus. Tu te souviens plus? Non. Et il te dit, donc vous avez tourné ensemble, on tournait tous ensemble et tout. Et puis à un moment donné, il y a cette question qui dit, ouais, putain, franchement, t'es bon, t'es très bon, tu devrais aller combattre au M1. Et ta réponse, elle m'a choqué. Ta réponse, c'était, j'en ai rien à foutre d'aller au M1, j'ai pas envie d'y aller. Moi, je suis Ouais. bien là où je suis, Ouais. je prends mes cachets, tranquille, je fais ce qui me plaît, j'ai pas Ouais. besoin d'aller plus, parce que ça va me demander plus. Exactement. En termes d'entraînement, en termes de rigueur. Et tu te sentais déjà, à cette époque-là, peut-être pas capable de maintenir cette rigueur et d'aller là-bas pour échouer. Donc si c'était pour aller là-bas, grosso modo, c'était pour... En fait, pour se remettre dans le contexte, à l'époque, le M1, déjà, c'était l'organisation européenne numéro 1, tu vois. Et le niveau du M1 était vraiment très élevé, tu vois ou pas. Et les cachets, comparé à maintenant, je vais te dire franchement, c'est des cachets que tu prends, je vais pas citer d'organes, mais c'est des cachets que tu prends pour des mecs de milieu de tableau, tu vois. Ouais. Et tu vas aller combattre des bêtes féroces, pour qu'on se le dise, Chargé. chargé ou non, mais en tout cas, il n'y a pas de contrôle, tu vois. Avec des décisions où si tu sais que tu vas à la décision, ben, ça s'est vu avec plein d'athlètes français à l'époque. Tu sais que tu vas à la décision, ben, en parlant de Mickaël, il était là-bas, c'est pour ça qu'il m'en a parlé. Tu vas à la décision, c'est très compliqué. Et pour gagner 3 000 euros, 4 000 euros, excuse-moi, mais ça ne m'intéresse pas, tu vois. J'aime bien le MMA, je kiffe, je me donne les moyens de progresser vraiment, mais j'ai jamais vu ça comme un sport où j'allais pouvoir nourrir ma famille, je te dis franchement. Tu vois, et c'est là où j'ai été surpris. Je m'y attendais pas. Déjà, bon, on avait fait notre training tranquille et tout, c'était bien, super bon état d'esprit. Ce jour-là, Mika se blesse. Et Mika s'est blessé Exact, je me souviens. en tournant avec Salomon. Ouais, je me Ouais, souviens. et Mika était tombé en panne sur l'autoroute avant l'entraînement. J'ai été le récupérer au Il est en péage. Twingo, non? Voilà, et... Il est en Twingo. Ouais, il était avec sa Twingo. Il est en Twingo. Et j'étais impressionné de la réponse, vraiment, vraiment, parce que je me dis, punaise, il y avait une hype autour de toi à Ouais. cette époque-là. Ouais, Moi, je te voyais grimper, moi, tous tes combats, le BD, t'arrachais tout le monde. ouais. Et je me dis, il y a un gars qui est de la trempe de Mickaël Elle est bonne ta Lebou. question. Elle est bonne ta question. Voilà, et il y a un gars qui est de la trempe de Mickaël Lebou, tu vois, qui te dit, putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Mhm. Et il te dit, moi, clairement, je revois la scène comme si c'était hier. Viens au M1, limite, je peux t'introduire là-bas, parce que lui, il y était là-bas, tu vois. Ouais. Et ta réponse, j'étais comme ça, je dis, non, mais c'est une blague. Le mec, pour moi, M1, c'est limite l'UFC, tu vois, c'est UFC Ouais, c'était. version c'était pays de l'Est, l'UFC tu européen vois. à l'époque, Et je me dis, le mec, non, il a la tête sur les épaules. Je dis, non, mec, ça m'intéresse pas, Ouais. tu vois. Et c'est bien qu'on en parle, parce que, tu vois, je t'ai rappelé un souvenir, là, Ouais, tu c'est t'attendais clair. pas à ça. C'est clair. Ouais, je m'attendais pas à ça. C'était en quelle année? Attends, bouge pas, je vais te dire. Qu'on remette les choses bien. Je Ça pense que devait c'était vers 2019, 2018, Ouais, c'était 2019. 2017, 2018, dans ces eaux-là. 2018. C'est ça. En 2017-2018, moi, je suis combattant, on est à fond à l'époque, tu vois. On se donne encore bien. Mais à côté de ça, je suis père de famille, j'ai 3 enfants. Et t'es Tu vois. lucide. Et j'ai 3 enfants. Je suis l'aîné d'une famille monoparentale, tu vois. Où ma mère, elle éduque seule, mais 6 garçons, tu vois. Et donc, il y a la réalité. Quand j'arrive à la caisse à Auchan, je dis pas, hey, tu m'as pas reconnu, c'est moi qui ai mis une soumission la semaine dernière à la caissière, elle en a rien à foutre, tu vois. Le seul truc qu'elle veut savoir, c'est si je paye par chèque ou par carte ou en espèces. Donc
Donc voilà, nous, on est une génération qui avait fallait trouver le compromis entre ça, tu vois. Il y avait le compromis, il y avait ouais, les rêves, c'est bien, mais quand tu as des responsabilités à la maison, moi, j'ai jamais été joué à un joueur de poker, tu vois. Le poker, j'aime pas ça. J'aime pas miser sur le rouge ou le bleu, ou le noir, carrément, c'est ça, le rouge ou le noir. Donc voilà, il fallait être un homme et assurer le besoin de ma famille, hein, tu vois. Et m'entraîner, s'entraîner à l'époque, moi, la génération d'avant, l'exemple qu'on avait, la génération d'avant, c'était ouais, des passionnés. Mais au niveau du retour qu'ils avaient financier, c'était très faible, tu vois. Et c'était pas la vie à laquelle j'aspirais. J'aime bien les belles choses, j'aime bien voyager, j'aime bien faire plaisir à ma famille. Donc il y a des choses que j'ai priorisées avant le MMO. Et du coup, je vois que bon, t'évoques ta famille et tout. Donc le nom Bouafia aujourd'hui il est connu. Il est connu dans le milieu du sport. J'imagine qu'il est connu aussi au niveau du sport grâce au patriarche sportif, j'ai envie de te dire toi. Et d'aujourd'hui de voir tes frères performer dans le MMA ou dans la boxe anglaise comme Soheb ou Maïdine ou Ilian, qu'est-ce que ça te fait toi en tant que grand frère? Est-ce que tu vois, est-ce que tu es fier déjà? Ouais. Et est-ce que quand tu les vois combattre, qu'est-ce que ça te fait? Moi je t'ai vu au dernier événement là, où ton petit frère a combattu au PEF et je t'ai regardé. Et moi ce qui m'intéressait c'est de voir l'engouement. Et je te voyais limite, t'avais envie de rentrer dans la cage. Ouais, mais beaucoup plus contrôlé qu'avant, tu vois. Avant, quand on abordait les combats, c'était souvent, tu sais, cet esprit guerrier, ouais, les gladiateurs, là, ça y est, c'est la guerre et tout. Mais en fait, au plus le MMA avance, au plus ça devient vraiment un sport avec tous ses aspects. Et je pense que dans le MMA, la stratégie, elle est primordiale comparée à dans certains sports, tu vois. Comme il y a beaucoup d'aspects où tu peux terminer le combat, la stratégie elle est intéressante et les émotions elles viennent toujours entacher sur la stratégie. Et pour parler du combat de mon frère, c'était un combat avec beaucoup d'émotions et beaucoup de trash talk. Il y avait beaucoup d'engouement, donc tu vois, il y avait une tension qui était vraiment, vraiment très forte. Et je me projetais à sa place, je me dis, il y avait 4 combats amateurs. Moi-même, je me souviens pas avoir combattu dans un événement avec autant de pression, tu vois. Donc j'étais vraiment là en fusible, tu vois, et j'essayais de me contenir un maximum pour pas... tu sais, le stress, c'est contagieux, tu vois. Donc quand tu as un événement qui est stressant déjà, tu as déjà ta montée personnelle et au plus tu as des personnes stressées à côté de toi, au plus ça va te monter le stress, tu vois. Donc j'ai vraiment essayé d'avoir un comportement de grand frère, on va dire. Non, mais j'ai vu, et du coup, c'est d'où cette question de comment tu perçois quand tu vois ton frangin, il y avait Soheb qui était parti pour arriver au JO, donc qui était à 2 doigts d'y être. Marche, ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, en tant que grand frère? Ben, moi, ça peut me rendre que fier, tu vois. Mes petits frères, ils font chacun leur chemin, ils écrivent leur propre histoire. Après, si j'ai pu servir d'inspiration à un moment ou à un autre, moi, ça me suffit comme reconnaissance. Parce que j'imagine qu'à un moment donné, l'inspiration, ils ont dû aller la chercher. Quand ils venaient voir tes combats, quand ils voyaient la hype qu'il y avait autour de toi sur tes anciens combats, ouais. Et ils avaient peut-être cette envie de se dire, putain, moi aussi j'ai envie de briller. Ouais, après je pense que pour chacun de mes frères c'est différent, tu vois. Faut savoir qu'il y a mon petit frère Yanis qui avait commencé la boxe bien avant moi, tu vois. Donc c'était un peu lui qui avait été précurseur dans ça. Ensuite, moi j'ai commencé à 21 ans, tu vois. Ouais. J'ai commencé à 21 ans le sport dans mon quartier à M pour parler, parce qu'on est une famille, il y a une partie qui fait du MMA et une partie qui fait de la boxe. Et dans mon quartier, il y a eu Daoud Asso, tu vois, que quand on était jeune, il avait fait un parcours exceptionnel aux Jeux Olympiques justement. Et carrément, il y a des vidéos qui tournent où on voit Soheb au premier rang pendant la finale de Daouda et qui se fait interviewer à l'époque et tout, où Soheb il a 6 ans, 7 ans, tu vois. Donc on a eu plusieurs inspirations. Après moi, je vais dire plus au niveau de l'accompagnement, tu vois.
Comme je commençais à me faire des contacts à l'époque et que mon rythme de vie était basé autour du sport, ils ont pu découvrir, rencontrer des gens, tu vois, à travers moi. Mais au jour d'aujourd'hui, regarde ce qu'ils font. Ils font mieux que moi. Je pense que Soeb, ce qu'il fait avec son organisation, je n'aurais pas fait aussi bien. Et si on parle d'Ilian, aujourd'hui, regarde, il s'entraîne, il est appelé avec les meilleurs en France pour les aider à se préparer. Donc il va aussi forcément vers un développement. Donc sinon, c'est très bien. C'est très bien. Si j'ai pu être une inspiration à un moment ou à un autre, c'est très très bien. En tout cas, moi, je revois les anciens combats ou à l'EBD, en l'occurrence, parce que c'est là que je t'ai découvert réellement. Moi, c'est à l'EBD, quand tu descendais les marches avec le son de gradure sur le truc, là, c'était quelque chose. Ça ambiançait. À l'époque, c'était pas, tout le monde ne cherchait pas le show forcément. Et je pense que j'étais un des premiers à proposer du show comme ça avec des rappeurs où on avait fait des entrées Casa de Papel, des trucs un peu, tu vois. Ouais, je me rappelle. Tape à l'œil et les gens ils aimaient bien à l'époque. Voilà. Donc du coup, on va te retrouver pour ton grand retour Ouais. le 19 octobre à l'Ultimate Cage 3. Et impatient, vraiment impatient. Et puis Moi de même. j'espère que ce combat-là va te redonner une impulsion pour le Ultimate Cage 4 et revenir parce que... C'est le projet. J'espère. Je reviens pas pour un jubilé, on va dire. Je reviens pour m'inscrire dans un projet de... Je sais pas encore le nombre de combats, mais on va essayer d'aller au bout de nos rêves, on va dire. C'est top, c'est top. Fiansu, comme on parlait de show, une de tes particularités aussi, c'est tes entrées. Moi, tous les gens que j'ai ramenés voir les événements où Fiansu combattait, ils m'ont tous dit c'est une dinguerie quand Sofiane y rentre. Quand Sofiane y rentre, il y a toujours le choix de la musique, que ce soit dans les vidéos de présentation. Ouais. Ou le choix, qu'est-ce qui t'inspire et ça vient d'où elles te viennent ces inspirations? Moi, je suis comme tout le monde le sait, je suis binational. Donc, j'ai la nationalité algérienne, la nationalité française. J'ai cette fibre de l'Algérie qui coule réellement en moi. Mon passeport il est toujours à jour. Quand j'ai envie d'aller, j'y vais, que ce soit en voiture ou en avion. C'est pas un drapeau que je sors pour comme c'est la hype, le mot là que tout le monde dit. C'est vraiment réel. Et donc voilà, ça veut dire que à chaque fois j'essaie de choisir, comme je dis, pour mon cas avant de rentrer pour combattre la musique qui fait pleurer, la musique qui attise l'émotion. Et puis apparemment il y a beaucoup d'autres gens à qui ça plaît et beaucoup de gens que ça émeut aussi, c'est comme ça qu'on dit. Exactement. Voilà. Non, mais c'est top. Pareil, je te dis, moi, j'ai ramené plein de gens dans le MMA, des gens qui ne connaissent pas le MMA. Des gens du boulot, ou peu importe, mais des gens qui ne connaissent pas le milieu des sports de combat. Et je les ai ramenés à tous les événements où vous avez pu participer. Et puis pareil pour Rouskov. Et à chaque fois, il y a tout le temps une ADN. Ils me disent, putain, lui, c'est dingue. Ils t'ont pas vu combattre, ils t'ont pas encore vu combattre. Putain, c'est un truc de fou. Regarde le mec, il descend, il y a l'autre, il y a le Casa de Papel. Là, tu es là, une musique d'oreille, on se croirait au bled. Après, voilà, ce que je voulais suivre, c'est ça qui est bien. Comme il dit, il est content s'il a pu inspirer ses frères et tout. Et par exemple, nous en France, ça va quand même pour les amateurs, on en parlait tout à l'heure et tout. Il y a des trucs qui se mettent en place, il y a des infrastructures, il y a des clubs, il y a des moyens, il y a des sous. Mais moi, sans chercher le buzz de l'Algérie, sans chercher à plaire à une certaine communauté ou quoi, moi, l'Algérie, comme j'ai dit, j'y vais vraiment, dès que je peux y aller, j'y vais. Et en fait, je me suis rendu compte en me rendant là-bas que avec le peu que je peux faire ici, j'en inspire beaucoup là-bas. C'est-à-dire que quand je vais, par exemple, dans ma ville, à Msila ou à Boumerdès, donc près d'Alger et tout, il y a plein de petits qui me disent moi j'ai envie de combattre comme toi, j'aimerais bien combattre comme toi, j'ai envie de venir là, demande. Donc ça les inspire. En Algérie, il y a le BFC
il y a quelques Algériens qui partent donc d'Algérie direct, qui combattent maintenant même à l'UAE et tout. Et en vrai, ben, c'est même ça, c'est, comment dire ça, j'ai pas été payé des millions en faisant du MMA, j'ai kiffé moi, mais ça me fait autant kiffer en voyant des petits comme ça qui n'ont pas forcément les mêmes moyens financiers, même si nous ici on n'est pas des connards, hein, loin de là, mais ça leur permet de s'épanouir et de pouvoir rêver et imaginer des choses à travers le sport. Ouvrir un club à Msila. À Msila, non. Après, un truc comme Alger et tout, même si en vrai, maintenant, ça se fait. Toi, c'est, regarde, à Alger, à Rouiba, il y a le camp de la marque, là, Akhi, donc, qui a ouvert. À Alger, il y a 2 clubs qu'il faut parler d'eux. Il y a le Tiger, et il y a aussi un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, le Eagle. Et donc en fait, ils n'ont pas besoin qu'un immigré qui vient de temps en temps, ils viennent ouvrir pour, tu vois ce que je veux dire? C'est venir partager les connaissances, partager, mettre les gants, trucs et tout, leur apprendre des trucs, ouais. Mais là-bas, il y a des gens qui sont aussi à fond dans le sport et tout, et qui font parfaitement le taf. On va pas leur prendre la place. Et c'est quoi ton regard sur tous ces drapeaux algériens qu'on voit à outrance dans la ville de Roubaix ou dans les autres villes? C'est quoi ton avis sur ça? Moi, je suis cruel sur ça. C'est qu'il y en a beaucoup, c'est du cinéma. Il y a le drapeau, mais regarde, moi, par exemple, dans mes combats, j'ai jamais sorti une fois le drapeau algérien. J'ai pas besoin de sortir le drapeau algérien. Je veux pas m'étaler sur le sujet. Toi, il y en a qui vont me dire, ouais, tu dis n'importe quoi, t'es cruel, t'es méchant. Mais voilà, toi, c'est. Il y a pas besoin. Toi, si t'es algérien, tu rentres. Moi, comme j'ai la musique, j'ai le truc et tout, ouais, mais après, faire toujours le cinéma. Frein, ma tête à queue. c'est pas. Tu peux être fier, voilà, mais faut pas. Donc, pas en trans. Faut y aller mollo. El Marjan, du coup. Ouais, il y a la. Comment ça s'appelle? Ovo Maltine. Il y a la Nocciolata, c'est meilleur pour du vrai. C'est meilleur pour du vrai. Ouais. Et du coup, à l'inverse, t'as grandi en France. Donc, ton ADN, elle est à la fois algérienne, mais française aussi, puisque tu as profité, tu as bénéficié un petit peu de ce qu'on a aujourd'hui, nous, en France. Ouais, est-ce que tu es reconnaissant de ça aussi également? Bien sûr, ce que j'allais dire, et je crache pas dessus. Quand tu es jeune, tu as toujours ce. En plus, comme je t'ai dit, moi, j'allais tout le temps avec mon père en voiture, en truc et tout. Donc, quand tu es jeune, je suis algérien. Après, quand tu grandis, tu prends en maturité, bien sûr que tu es reconnaissant. Puisque, par exemple, si par exemple, je serais resté en Algérie, peut-être que l'Algérie, elle ne m'aurait pas offert le semblant ou la petite carrière que j'ai eue ici en MMA, les voyages, les connaissances que toi, je ne l'aurais pas eu en Algérie. Donc ouais, je suis reconnaissant. Là, en France, regarde, j'ai pu continuer à combattre. À faire mes petits commerces là, à droite, à gauche, et profiter de mon sport. Peut-être qu'en Algérie, j'aurais pas pu, toi. J'aurais dû aller travailler, j'aurais pas eu le temps de m'entraîner parce qu'il faut manger. C'est toi ce que je veux dire. Donc bien sûr, il faut être reconnaissant sur ça. Super. Rouskov, ton inspiration, c'est quoi? Donc du coup, il y a Sofiane Boafia, on voit par rapport à son histoire, est inspiré. On imagine qu'il a inspiré son entourage, ses frangins. Fianso, lui, son entourage, enfin son inspiration, l'Algérie, tout ça. Toi, du coup, toi, tes inspi, qu'est-ce qui te donne aujourd'hui l'envie de te lever, d'aller au charbon, d'aller se taper avec des mecs? Maintenant, c'est différent depuis que je suis papa, mais après, c'est vrai que quand j'étais tout petit, moi, à la base, j'étais beaucoup avec mon grand-père, mais c'était un footeux, donc j'avais les oncles aussi en pied-point. Je faisais du pied-point, pour dire de faire du pied-point avec eux, mais j'étais pas trop... C'était pas trop ça. Et après, avec le temps, j'ai compris qu'on va pas faire avec des champions, t'as vu, à Comines. Et ça fait, je suis reparti dans la boxe. J'ai fait mes bricoles à côté. Et après, c'est vrai que maintenant, d'avoir ma petite sac analyse, tu vois les choses différemment. Et c'est vrai que c'est un bon reboost. Tu vois, quand t'as des moments un peu compliqués, tu vois, tu revois ce que tu veux faire dans ta vie et tes objectifs surtout, tu vois. Et tu te les fixes. Peu importe ce qui se passera, sur te faire casser la gueule ou autre. Donc du coup, toi, ta force, quand tu sais que tu vas au charbon, tu fermes les yeux, tu penses, tu sais qu'il y a ta fille, tu sais qu'il y a des responsabilités,
on te regarde, on attend quelque chose de toi. J'imagine que c'est ça qui te donne cette force. Ouais, il y a ça après. C'est bien, pourtant ils ont que 3 ans, mais les parents des élèves à l'école, ils savent qui je suis, ils savent que je fais de la boxe, donc je peux pas aller à l'école et j'ai pris une dérouillée, tu vois. Après, ils vont se moquer de la petite. Donc c'est vrai que je fais toujours le maximum pour honorer mon nom de famille, mon équipe et mon drapeau, tu vois. En tout cas, tu fais ça bien. Moi, c'est une fierté, moi, de pouvoir dire à mes potes, j'ai tenu les pattes d'ours à Rouskov. Et ouais, tu le connais. Ouais, si, je le connais. Donc, t'es quelqu'un dans le milieu qui est respecté. Et puis, et moi, je te dis, en toute honnêteté, je suis très content de te savoir parmi nous. Et puis, j'espère qu'au prochain Ultimate Cage, tu pourras être là. Je sais que tu combats prochainement. C'est ça. Donc, tu peux nous dire tes dates? Il y a le 5 octobre à l'Enfusion en K1. Et le 26 octobre en MMA, l'Influence Fight, c'est comme ça que ça s'appelle, l'Influence Fight. Ouais, c'est ça. Donc c'est une nouvelle orga qui est arrivée. C'est ça. Ça parle un petit peu ça fait boxer des influenceurs, je crois, c'est ça? C'est ça, et après beaucoup de locaux aussi, donc c'est bien pour me remettre en selle. Ça faisait quasi 1 an que j'ai pas combattu, donc au moins là j'ai 2 combats en 1 mois, au moins je peux pas redémarrer mieux que ça, tu vois. Donc c'est top, super. Isma, du coup toi ton inspiration, qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain comme ça tu dis vas-y j'ai envie de me mettre en danger, je veux faire du MMA, je veux me taper? Est-ce que c'est de se dire ouais je veux être fort? C'est quoi? Moi de base comme lui, je faisais du foot. Moi les sports de combat ça m'a tué ma vie. De base moi j'étais fort au foot, j'étais un foutu prodige. J'étais très très fort au foot. Mais le problème, c'est que je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, j'ai vu à l'époque, c'était du full contact. J'ai vu du full contact, je voulais faire ça. Le foot, j'ai laissé ça, je suis parti au full contact. Moi, mes parents, ils m'ont dit, vas-y, tu veux faire ça, même si t'es fort là, vas-y, c'est pas grave, fais. Et du coup, je suis parti faire du full contact. Et mon inspiration, ça a jamais été vraiment des grandes figures. Après, plus tard dans mon adolescence, peut-être, des John Jones, etc. Mais moi, mes inspirations, ça a toujours été, par exemple, ceux qui combattaient dans mon club à moi. Par exemple, je faisais du full contact, je voyais des gars qui partaient combattre. Et j'ai dit, j'aimerais bien être comme lui, j'aimerais bien moi aussi combattre. J'étais petit, tu vois. Et donc, je progressais comme ça. Enfin, je progressais en voyant pas les stars mondiales, mais vraiment les stars de ma salle, entre guillemets. Et donc, après, j'ai arrêté, je suis reparti au foot, je suis revenu. Et pour le MMA, après, c'est toujours dans cette même optique de... moi, j'ai pas fait vraiment beaucoup de pieds-points, j'ai fait quelques combats, mais ça me frustrait parce que c'était que de la frappe. Et toujours dans cette optique de chercher le perfectionnement et être le plus complet possible, et ça, je me suis tourné vers le MMA. Et là, j'ai kiffé. Et je voyais des gens, je me disais, quand je voyais John Jones, je me disais, mais ce mec-là, qui peut le battre sur terre en 1 contre 1? Tu le mets dans une pièce avec un mec, qui va le battre? Vraiment, ça, c'est une question qu'on peut poser. Qui va le battre? Parce qu'il est lourd. Tu vois, si c'est un mec comme Demetrius Johnson, il est monstrueux, mais il est léger, donc tu peux trouver. Je me dis, un gars comme John Jones, et encore, sur Demetrius Johnson, il a prouvé encore en jiu-jitsu il n'y a pas longtemps. Il un mec de 100 kilos, tu vois. Ouais, mais tu peux trouver, ça peut se trouver facilement. C'est compris, c'était juste pour faire une petite parenthèse. Mais tu vois, mais ça, c'est intéressant de le dire, parce que tu vois, un mec comme Demetrius Johnson, c'est incroyable, qui est petit, qui est léger, ce qu'il arrive à faire, je me suis dit, non, ce sport, c'est trop. Le MMA, c'est incroyable. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, vas-y, je veux faire ça. Je veux être complet. C'est même pas, je veux être fort, c'est même pas pour m'en servir dans la rue ou quoi, je suis pas dans ça. C'est vraiment pour moi-même, c'est un plaisir, je veux être complet, je veux maîtriser cet art, parce que c'est un art. Tu vois, il y en a, ils ont fait du judo, il y en a, ils ont fait... Ça, c'est un art, c'est un art martial, tu vois. C'est un mélange de différents arts martiaux, et c'est vraiment dans cette recherche d'être complet que j'ai voulu pratiquer ça. Et après, je suis venu, je me suis entraîné en MMA et à l'AFC, avec Fienne, avec Rouskov, etc. Et j'essaye de venir, tout en respectant le sport. Comme je dis tout à l'heure, je veux pas la lumière, je fais pas ça pour live, je m'en cogne. La lumière, je veux pas de lumière sur moi. Si je peux le faire sans que personne me regarde, c'est mieux. Je veux juste progresser moi-même et être le plus complet possible, c'est tout. Si tu peux le faire sans que personne te regarde aussi, quand tu combats, quand tu t'entraînes, tu fais des préparations et tout, t'es content quand on vient te soutenir quand même aussi. Ouais. T'as vu? Quand il y a du soutien. Si on parle des réseaux, oui, mais t'as vu le soutien de sur place quand t'es dans la cage et tout, que t'entends ton nom et que... Ouais, ça c'est bien. Par exemple, même quand à un moment où c'est dur et que t'entends que derrière ça te pousse et tout, moi je te dis franchement, ça a toujours été une force pour moi. Ouais. Moi, combattre devant personne, ça m'intéresserait pas du tout. Moi franchement, je te dis franchement, ça c'est très très bien, ça motive, etc. Mais le problème c'est qu'il y a aussi ça à côté, c'est quand tu gagnes, t'es content que tout le monde a vu. Mais quand tu perds, tu te dis, ah putain, si ça on peut l'effacer. Ouais, mais non. Moi vraiment, si je peux aller tout seul, il n'y a personne, je me dis, là j'ai progressé sur ce point-là. Oui et non, t'as vu? Moi j'ai déjà fait des défaites par exemple.
Je vais pas dire j'étais satisfait, tu n'es jamais satisfait. Il y a des défaites honorables, il y en a. Mais tu vois, quand tu combats un mec en short notice, que tu regardes le palmarès du mec, il est invaincu, et qui a battu les meilleurs de ta KT en France, par exemple, et que tu perds, et que tu as fait un bon combat, ben, moi, si je parle par exemple d'un combat, j'ai combattu au Fighter à l'époque, je combats Steven Knud. Mon coach de l'époque, il me dit, ouais, En fait, le Fighter, c'était le plus gros. C'était la première fois qu'on avait fait un gros événement d'MMA dans la région. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était Cheikh Koné Cheikh Congo qui avait organisé à l'époque, qui était dans l'organisation. Ouais, tu te souviens? le truc, je crois. Ouais, c'était parrainé par Cheikh Congo. Cheikh Congo, qui est une figure du MMA français. Et moi, j'avais pris ma place pour aller voir l'événement, tu vois. Et 10 jours avant. Mon coach, il me dit ouais, tu combats, je t'ai trouvé un fight là au Fighter. Ouais, ok, Fighter. Moi, j'avais pris ma place. Je me dis, bon, j'ai vu un peu les noms qu'il y avait sur la carte. Je dis, ouais, ok, mais contre qui? Ah, un gars, Stephen Knuck, un truc comme ça, là. Ça va aller, je te demande pas ton avis, tu vois ou pas? Et je regarde Stephen Knud, je trouve pas et tout, je me renseigne, je regarde, je remonte la carte, je vois Stephen Knud, Belgium Beatdown, ceinture du Belgium Beatdown, il avait battu Cheikh Koné, Cheikh Koné qui était numéro 1 en 84 à l'époque, numéro 1 ou numéro 2, tu vois, qui était un des meilleurs en France. Je perds au premier round par soumission, mais voilà, je lui ai fait une bonne guerre, et c'est ce qui a fait que derrière, quand l'European Beatdown, ils ont organisé, ils m'ont appelé directement, tu vois. Donc c'était une défaite, mais c'est une défaite qui m'a valorisé en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des défaites qui vieillissent bien. T'as capté? Et moi, je le dis tout le temps. Aujourd'hui, les gars, quand vous perdez, alors plus en amateur, même en pro, en vérité, Mohamed Ali a perdu. Mais c'est comme Nassourdine, il a perdu contre Strickland. Mais regarde derrière ce qu'il est en train de faire. Il y a des défaites comme aujourd'hui, perdre, c'est toujours désagréable de perdre. Personne n'a envie de perdre. Tout le monde a envie de gagner, de connaître que des victoires. Mais en vérité, tu n'évolues pas. Je pense que même psychologiquement, tu n'évolues pas si tu ne connais pas la saveur de la défaite. Ouais. Si tu sais qu'elle est désagréable, tu sais ce que ça va te faire. La prochaine fois que tu vas combattre, tu vas perdre. Quand tu ne connais pas cette odeur de défaite, c'est pas la même chose. Et le jour où ça te tombe dessus, vaut mieux que ça te tombe en amateur. C'est ce que je dis tout le temps. Vaut mieux que ça te tombe en amateur. Même en pro, tu as besoin de perdre pour te relever. Tu vois, tu as besoin. Mais en amateur, cousin, c'est là où tu dois justement... Prends-toi les coups les plus durs, les grosses guerres, les batailles. Fais-toi souffrance maintenant, tout de suite. De toute façon, il n'y a pas de gain que tu saches ce que c'est. Même en pro. Et même des fois, tu vas même pas t'en rendre compte tout de suite. Ça veut dire que tu peux combattre un mec... voilà, sur le match-up, tu te dis bon, c'est un gars d'à peu près mon niveau, j'y vais, je peux le battre et tout, j'y vais. Tu perds et derrière tu vois le mec, il fait un parcours où il bat tout le monde par KO, où tu vois il enchaîne 5-6 victoires de suite contre des bons, et là tu te dis bon, j'ai perdu, il m'a manqué ça ce jour-là, mais voilà, le mec il fait ça comme parcours, en vrai il y a la place pour moi aussi, tu vois. Donc il faut savoir rebondir et tout et optimiser. Alors donc du coup, on a évoqué un petit peu tous les sujets, mais par contre là, ce week-end, il y avait l'UFC Paris, avec en main event Benoît Saint-Denis contre Moïcano. Bon, on a vu un petit peu, on est content, je pense que les Français, ils ont bien performé. Tu parles du combat de BSD, après tu dis on est content. Ouais. Non, si on parle du combat de BSD, là, on était pas content. On est content du jeu, de la finalité sur l'ensemble des combattants français. Enfin, moi en tout cas personnellement. Grosse surprise de Gomis me concernant. Je m'attendais à vraiment ce qui se fasse éteindre. Incroyable. Et franchement, je lui tire mon chapeau dans le sens où, de toute façon, il n'y a pas que moi. Je pense qu'il voyait se faire éteindre. Il y avait une vraie campagne publicitaire. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais il y avait une vraie campagne contre lui. Je me disais, on lui rend pas service. Tout le monde est en train de dire qu'il allait se faire démolir. Finalement, il gagne. Chapeau. Et Faresiam. Donc Faresiam qu'on a pu voir, nous, magnifique. Qu'on a découvert, nous. On en discutait tout à l'heure à l'EBD. C'est la première fois, moi, je l'ai vu. Gros KO. Donc maintenant, il fait des beaux finishes. En plus de ça, magnifique. Mais moi, le combat qui m'interpelle le plus, là, je voudrais qu'on en parle, c'est celui de BSD. Je vous donne mon opinion. Après, c'est que mon opinion. Et puis, vous rebondissez dessus, vous me dites ce que vous en pensez. Et je lui dis, mais
On voit au bout de la 2e minute, je crois, c'est à peu près 2 minutes, il se fait prendre le dos en triangle de dos face à quelqu'un qui maîtrise très très bien le sol. Il se fait tartiner pendant 3 longues minutes. On voit sa tête mais déformée. C'est devenu franchement, il faisait peine à voir et ça faisait vraiment mal au cœur. Mais la réaction des coachs, moi, à l'entre-round, franchement, elle m'a choqué. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais allez Benoît, c'est le moment, excite-toi, c'est super moyen. Moi, c'est à ce moment-là qui m'a fait peine à voir, justement, parce que BSD en God of War, on a l'habitude de le voir dans des grosses guerres. Et exactement. C'est comme ça, c'est ce qui a fait sa réputation, tu vois. Donc le voir saigner, c'est pas un truc qui m'a choqué outre mesure. Mais il était absent. Mais l'entre-round. Quand on le voit retourner dans son coin et que tu vois à ce niveau-là, et quand on a l'habitude justement avec, je crois que c'était son premier combat sans Daniel Warin, on a l'habitude avec Daniel Warin où il reçoit des consignes qui sont claires et précises, tu vois. Moi j'étais choqué, je crois que c'était un canular, je te dis la vérité. Benoît, excite-toi. Excite-toi, moi c'est vraiment le mot excite-toi. Bah après moi ce mot-là c'est pas que je le comprends et vraiment c'est pour pas tout jeter le discrédit sur ses coachs. Déjà premièrement il y a un coach à lui qu'on n'entend pas, il lui parle dans l'oreille. Mais j'ai l'impression aussi qu'ils parlent tous en même temps. Et il manquait ce head coach, directeur vraiment autoritaire qui dit ok ça va pas, il faut que tu agisses comme ça, il faut que tu agisses comme ça. Maintenant, donc ça c'est clair que ça manquait, c'était la personne de Daniel Warin, il est plus là, ils se sont séparés pour un problème humain, donc voilà c'est comme ça. Mais il aurait peut-être dû le remplacer par un autre coach qui aurait pris cette place de head coach et qui aurait pu diriger le combat pour au moins qu'il puisse en sortir au-delà du 2e round. Mais moi, vraiment sur cette parole excite-toi, c'est pas que je la comprends, mais comme tu l'as dit, on connaît... Le fait qu'il la répète aussi. Voilà, mais on connaît Benoît Saint-Denis. En fait, Benoît Saint-Denis, ce qui a fait son prestige et ce qui a fait qu'il arrive jusqu'à là aujourd'hui, et vraiment là, c'est vraiment le fait que premier round, il y va à 2000. Et son entraîneur, il a dû se dire, parce qu'on l'a vu, le premier round de Benoît Saint-Denis, il était vraiment pas dans son combat. C'est Moïcano qui lui mettait la pression, c'est Moïcano qui prenait le centre de la cage. Son coach, il s'est peut-être dit, ouais, mais là, il est pas dans son combat, excite-toi, rentre dedans. C'est peut-être dans ce sens-là qu'il a voulu le dire. Attention, il est peut-être rentré. Alors moi, je le vois pas comme un endormi au départ, même si... Je trouve pas non plus, je suis d'accord avec toi. Même si c'est Moïcano qui... Il était plus mesuré que d'habitude. Alors, tout à l'heure... C'est dû au style de son adversaire aussi, tu vois, c'est un mec qui cherche le sol, donc tu peux pas te permettre d'envoyer les frappes comme tu veux. Et aussi, la preuve, c'est que quoi tout le monde parle de son middle à BSD. Premier middle qu'il envoie, si vous regardez bien, c'est ce middle-là qui le met dans la merde. Parce qu'il le bloque et derrière, il lui prend le dos, il le ramène, il se sort jamais de cette prise de dos. Et c'est pas un middle. Et ce genre de middle, c'est fouetté. Il faut pas qu'il soit plein de puissance, que le mec il puisse lui saisir. Il faut vraiment qu'il puisse retirer son pied au maximum avant de le faire saisir. Et il y a un truc qu'il faut pas négliger aussi. Ça a beau, comme tu as dit, Benoît, God of War, la guerre et tout. Il faut pas oublier qu'il sort d'un combat où il s'est pris un KO contre Poirier. Et il y a des gens qui regardent le MMA sans le connaître. Ceux qui le connaissent, ils pourront affirmer normalement que un combattant, il revient jamais pareil après un KO ou un gros KO. Il revient jamais de la même manière dans son autre combat. Peut-être que c'est clair, ouais. les coups, peut-être qu'il appréhendait les coups. Exactement. Et autre chose, c'est que c'est un combat en 5 rounds. Donc tu peux pas démarrer, faire une guerre de 3 fois 5 minutes comme il avait l'habitude de faire, en sachant que là, tu vas avoir affaire à un mec qui va lutter avec toi. Donc tu sais que dans tous les cas, en termes de dépenses énergétiques, ça va être une dinguerie. Donc tu peux pas attendre de BSD dès le premier round qui lui rentre dedans comme il a l'habitude de faire. Après, lui, donc en termes de stratégie, je pense que le fait est qu'il soit pondéré, c'est plus, je pense, une stratégie qu'ils avaient, moi, en préparation de combat. Après, peu importe l'issue du premier round, moi, vraiment, qui gagne ou qui perde, c'est tout. C'est le sport. Il fallait des consignes claires. Ça, c'est vrai, ça manquait. Là, on parle de est-ce que. Alors, même si tu peux comprendre le fait qu'ils lui disent vas-y, excite-toi, ouais, ok, non. La question, c'est est-ce que le excite-toi, c'est une solution pour lui pour le deuxième round? Non, mais non, clairement, mais là, il y a plus ce qu'il faut pour faire la guerre après. De toute façon, le head coach n'a jamais vraiment la solution. En vrai, c'est un
c'est Faut que un appui. C'est comme les consignes elles soient claires, c'est tout. c'est comme un pilote qui est sur le circuit et qui a son oreillette où on lui dit, ou bien qui a son copilote en rallye par exemple, qui lui dit attention, épingle 2, nana à 300 mètres. C'est à peu près la même chose en vrai, tu vois. C'est comme si tu avais un copilote à côté de toi, t'es pilote de rallye, et le gars il dit vas-y, accélère. Le mec il sait qu'il doit accélérer. Laisse-moi tranquille. Voilà, Sois précis, on est à l'UFC, Surtout on si est tu sur vois un main plus. event, gros. Ne me dis pas, bouge-toi, Et je tu le vois, sais. On est sur un main event à l'UFC, on est encore des petits Frenchies et tout, dans le sens où dans le développement et tout, on a encore beaucoup de retard malgré tout sur les États-Unis ou sur l'Asie par exemple, tu vois, et t'es en main event télévisé comme ça, en prime time en France, et tu vois, même tu parlais des gens tout à l'heure qui connaissent pas le MMA. Quand je connais pas le MMA, mon premier combat je regarde c'est celui-là, j'entends les consignes du coach, je me dis mais on est où, tu vois. Dinguerie. Bah c'est ça, en plus tu parles du fait que ce soit un main event, etc. Moi, j'ai pas envie de dire que ces coachs ils sont mauvais, parce que s'ils sont là, mine de rien, s'ils leur fait confiance, c'est qu'ils sont bons, mais est-ce qu'ils sont compétents pour ce niveau de compétition? Et c'est là ça. qu'on peut se poser la Ouais, question. c'est- Ils sont compétents, ça, il n'y a pas de doute à avoir, mais est-ce C'est ça. qu'à ce niveau, c'est fait Bien pour sûr, attention. la pression médiatique? Parce que raison. mine de rien, t'as vu, ils sont au Je milieu pense de qu'ils ont été Bercy. submergés Ils ont par été submergés, je pense. Ils l'événement. étaient aussi, eux, sous l'émotion. Parce que les consignes, j'ai l'impression que je vais voir un pote à moi, il se battre. Vas-y gros, tu vas pas le laisser te marcher dessus, vas-y gros. Il lui disait Ouais, excite-toi. ça me fait et- penser, ça me fait penser à, t'as vu, il y a des mecs qui combattent, tout autour, t'as des supporters. Mets-lui une patate. Et tous les supporters donnent des Pareil. conseils. Pareil, Tout le monde quoi. donne des conseils. T'as le coach qui donne des conseils, Ouais. t'as le pote du coach qui donne des conseils, t'as le supporter, t'as le Ouais, pote mais du pote. ça, c'est Ouais, partout, ouais. ça, Mais c'est- c'est partout. Mais j'ai l'impression que le coach, là, à ce moment-là, c'était un fan. Il était à deux doigts de lui dire énerve-toi. C'était un fan de Il a deux BSD doigts. qui lui disait allez, vas-y, bouge-toi, gros, excite-toi. Tu vois. Mais Moi, bon, dis-moi. Moi, je pense que la meilleure option pour Benoît, parce que je suis bien placé pour le savoir, vu qu'il m'a accompagné à beaucoup de combats, c'est qu'en tant qu'hit coach, on peut dire ce qu'on veut. C'est un bon manager, mais c'est un bon hit coach, Guillaume, tu vois. Et pour en prendre le boulot à Daniel, je pense que ça aurait été la meilleure option, que ce soit Guillaume le hit coach Guillaume- et qui est lui qui parle, tu vois. Parce qu'il va, Guillaume, j'ai eu dans mes coins, pourtant je suis dur à gérer, je fais des Ouais, fois moi, je je suis pars pas en trop freestyle. Guillaume Pelletier, son manager. Mais Moi, je suis pas trop d'accord, moi, en moi. tant qu'hit coach, moi j'ai rien à dire. Tony Johnson, c'est pareil. Oumar, Moi je Après, pense c'est qu'un du cas par manager c'est cas, un tu vois. manager et un coach c'est un coach, tu vois. ouais, là-dessus, on peut Après, pas avoir deux c'est quoi, étiquettes. après, c'est quoi la relation entre les deux? Moi, c'est En vrai que dehors j'ai- du fait franchement, du- Au-delà du Franchement, management, franchement, moi, je te moi dis vrai, j'ai une bonne amitié avec dans, toi. dans mon coin, j'ai besoin de quelqu'un qui m'a vu souffrir pendant ma prépa, tu vois. J'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'une voix que j'ai entendue pendant que je souffrais pendant la prépa. Tu le disais, tout le monde va de ce commentaire et tout, donc il faut que tu aies déjà ton oreille, cette familiarité avec la voix, tu vois ou pas. Et tu peux pas, je trouve, moi c'est mon avis, hein, tu peux pas avoir une connexion avec un coach si t'as pas déjà cette notion de confiance. Tu vois, moi, si j'ai pas confiance en quelqu'un, je vais pas écouter ce qu'il dit. Encore moins si je suis dans la merde, dans une cage guerre. avec un mec qui est en train de me casser la gueule, tu vois ou pas. Faut vraiment avoir confiance. Si on te donne une direction, moi je te dis franchement, à des moments dans des fights, j'ai déjà fait des trucs où il me dit passe ta main en dessous, je sais pas encore vers quoi il veut m'amener, mais j'ai confiance, donc j'y vais, tu vois, et au final, ça me ramène vers la sortie, tu vois ou pas. Ouais. Si t'as pas ce truc-là de confiance avec le coach, ça va pas. Et la confiance, elle est dans quoi? Dans les compétences. Donc, il faut quelqu'un qui soit là pendant ta prépa, qui t'a accompagné, qui t'a vu souffrir, et il faut quelqu'un de compétent. Ouais, de Tu crédible. vois, quelqu'un qui connaît, pas forcément un combattant, hein, pas forcément quelqu'un qui a déjà été dans une cage, mais quelqu'un qui connaît le combat, tu vois. Et c'est ça qui me dérange un peu dans ce truc de... Tu peux pas être très compétent en tant que manager et en coach. Et franchement, à ce niveau-là, à l'UFC, sur un main event, t'as besoin de quelqu'un de très compétent dans Après, ton on a coin. vu, par exemple, regarde, moi j'ai beaucoup critiqué Fernand Lopez, etc. Mais il faut lui rendre quand même ce qu'il a fait. C'est un bon manager et c'est un bon coach. On l'a vu avec William Gomis. Il y a des contre-exemples. Mais Faut savoir qu'au MMA Factory, ils sont, je crois, au moins 6-7 coachs. Tu vois ou pas? Il n'y a pas que Fernand Lopez. Ouais, il est pas Quand tout seul, tu hein, vois William Gomis, il parle à la fin de son combat, il cite Issa pour la boxe, il cite déjà Benjamin en premier, il cite Fernand après, et je pense que c'est des mecs qui ils s'entraînent avec plusieurs personnes. Ouais, ils ont une équipe. mais vraiment, Ils ont dans une la équipe. présence dans le corner, Fernand, peux- il apporte quelque chose. Il apporte Alors, vraiment une moi- expertise alors, avec moi- son expérience et tout. tu vois. alors, Dire moi, qu'il apporte, oui. Oh, excuse-moi. Excuse-moi. En fait, moi, si tu veux, par exemple, moi, j'ai toujours reconnu, moi, les compétences de Fernand Lopez. Parce que tu peux pas aujourd'hui arriver là où il est arrivé en étant nul.
tout le monde te le dira, c'est un bon manager. Non, mais moi je pense qu'il avait 2 coups d'avance sur tout le monde. Voilà, il était en avance. Dans le sens où quoi, Mais- sa force à Fernand, c'est qu'il a su s'entourer au bon moment des bonnes Des bonnes personnes. Et Et ce d'avoir qui les fait bons qu'il profils redescend aussi. aujourd'hui, c'est que ça se dissout un petit peu autour de lui de d'accord. nos jours. Je pense que sa grosse force a été de s'entourer des bonnes personnes. Tu vois, comme on regarde, par exemple, si on parle de Nassour, Nassour, il est coaché par Nicolas Haute. Nicolas Haute, de base, c'est un coach du MMA Factory, tu vois. Donc, on peut pas dire, moi, quand j'entends, ouais, Fernand Lopez, il a fait. Fernand Lopez, il a créé une structure, la première grosse structure de MMA en France qui ressemble au modèle américain. Tu vois ou pas? Moi, je le vois plus comme ça que de ses compétences personnelles de coach. C'est pas un petit artisan qui est là, qui a fait monter ses combattants. C'est un mec qui a créé une usine. Et tu vois. du coup, Factory. alors, comment on Factory, détecte c'est alors le bon coach? Est-ce que c'est quelqu'un qui prend quelqu'un de zéro et qui le met tout en haut? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui récupère quelqu'un qui a déjà un bagage chez quelqu'un et puis qui arrive à fignoler ce qui a déjà été créé par quelqu'un d'autre? Moi, je pense qu'il n'y a pas de bon coach et il n'y a pas de mauvais coach. En fait, chaque combattant peut avoir ses affinités Ouais, c'est au cas avec par un cas, je coach pense, ou ouais. un autre. Tu vois ou pas? Il y a des moments, j'aime bien aller manger dans une grosse firme. Je vais te dire, je vais aller à Vapiano. Vapiano, ils ont 500 restaurants dans le monde. Et des fois, j'aime bien aller chez le petit resto dans une ruelle au coin de ma rue, tu vois. Mais tu te sens bien là-bas. Et je me sens bien là-bas et je vais bien manger à droite et je vais bien manger à gauche. Et je trouve que c'est à peu près la même chose au niveau du coaching. Et même à des périodes de ta carrière, tu as besoin de profils différents, tu as vu. Il y a des mecs qui se séparent en cours de route, ben, comme on a l'exemple avec BSD. Moi, j'ai pas été des personnes qui ont dit « Ah, il se sépare de Warren, c'est un mauvais choix », tu vois ou pas. On attend de voir ce qu'il va chercher ailleurs, tu vois. À des moments, pour aller plus loin dans ta progression, t'as besoin des fois juste de changer de méthode, tu vois. Et donc, Et est-ce que un du bon coup, coach- est-ce qu'on peut comprendre que Daniel Warren, qui a super mal vécu leur séparation, leur rupture, est-ce que c'est normal au final que moi je vois dans ton explication que c'est en vérité c'est une question de continuité. Voilà, aujourd'hui, je me retrouve plus moi dans ce que tu me proposes et puis j'ai envie de voir ailleurs parce que j'estime que maintenant je pense que là j'ai atteint mes limites et puis je vais ailleurs, donc c'est censé être une continuité. Je pense que c'est même pas sur la compétence en fait qu'ils se sont séparés. Je pense que c'est vraiment un problème d'humain à humain. Ouais. On a entendu de Ouais, pour le pourcentage sur le problème contrat. d'oseille, ouais. Donc en vrai, à partir du moment où c'est un problème d'humain à humain, on ne pourra pas recoller les morceaux et il n'y a pas de question de est-ce que c'était un bon choix ou pas, puisque dans tous les cas, ça devait arriver. C'était un conflit entre eux. C'était pas oui, tu m'apportes plus, c'est un conflit entre eux. Mais là où on attend ce qu'on attend d'un athlète comme Benoît Saint-Denis, vraiment au top mondial, c'est ok, tu t'es séparé, ça se comprend, il n'y a pas de souci. Mais il faut au moins essayer de remplacer cette grosse perte que tu as. Parce que Daniel Voirin, il le disait lui-même, Benoît Saint-Denis, même Mathieu Leto Duclos, ils le disent. Quand on va à l'UFC avec Daniel Voirin, on se sent bien parce qu'il connaît tout le monde, il voit tout le monde, il voit des Anderson Silva, il a l'expérience. Et il peut apporter, tu parlais tout à l'heure de stress contagieux. Quand tu as des gars qui ne sont pas habitués à des grosses fight week, ils peuvent te transmettre ce stress. Daniel Voirin, il a fait les plus grosses fight week et il va apporter cette sérénité dans ta fight week, dans ton combat, etc. Donc, il faut au moins essayer de remplacer Daniel Voirin par quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un qui lui ressemble exactement, mais quelqu'un qui peut lui apporter. En plus, il a une grosse personnalité, Daniel voilà, Warren, c'est c'est quelqu'un ça. qui prend beaucoup de place. C'est une aussi, grosse perte pour lui. au-delà de ça. Ouais, et puis ça, c'est super. C'est Mais après- bien de le dire que c'est une grosse place, qui prend de la place, parce que c'est ça. En vérité, un head coach, c'est quelqu'un qui, généralement, qui a du charisme ou qui représente, enfin, qui prend l'espace. Et c'est pour ça que des fois, il y a des coachs, on leur dit c'est des gourous. Des fois, on peut reprocher à des coachs, je dis, ah non, lui, laisse tomber, c'est un De gourou. pousser un peu trop le truc, ouais. Voilà, parce que ça va trop loin. Et aujourd'hui, est-ce que lui, maintenant, il a trouvé, entre guillemets, son mentor en partant à Bayonne? Non. Je suis pas certain. Non, clairement pas. Clairement pas. Et j'ai plus l'impression que c'est ce qu'on appelle des. Enfin, moi, je veux clairement pas manquer de respect à ces coachs, mais c'est peut-être ce qu'on appelle des yes man. Tu vois, on a eu le même problème des fois avec Conor McGregor, c'est qu'à un moment donné, il est arrivé à un stade où il y a eu ces coachs de départ qui osent lui dire les choses. Et là, est-ce que sa nouvelle équipe, ils vont être aussi autoritaires, pas que sur le combat, mais sur le training camp, Tu vois, etc. quand tu regardes un mec comme Francis Ngannou, qui à l'époque il se sépare de Fernand Lopez, qui a fait aussi l'histoire Warren à BSD, je pense que c'est la plus grosse séparation qui a fait parler, tu vois. Ouais.
Regarde pour la petite anecdote, je les ai croisés. Moi, j'ai croisé un entraînement de Francis Ngannou. J'étais à un entraînement de Francis Ngannou il y a 2-3 jours. Les Américains, les gars, ça rigole pas. C'est structuré. Et au niveau des compétences et tout, c'est vraiment, vraiment, vraiment du très haut niveau. Tu vois, il y a vraiment un écart entre ce qu'on peut voir, ce que j'ai pu voir ici en France et ce que j'ai vu lors de la séance qui était là par exemple. Il y avait Tony Johnson, là, le lutteur américain, et Slim Trabelsi. Et il y avait le head coach, c'est le même head coach que Volkanovski, je crois. Tu sais, un genre un blanc de peau, toujours une casquette. Eugene Berman. Il est extra connu, je connais pas son blaze, mais extra connu. Tu vois le mec, les consignes, tu vois comment est pas un bruit dans la salle. Ça veut dire la salle, elle était vide. Tout le long de l'entraînement, à part la voix du coach, t'entends rien. Et c'est vraiment, vraiment professionnel. Ça veut dire que là, tu ressens que les mecs, ils sont là, ils sont au boulot. Tu vois, ils sont pas en mode amis, ça parle. Il n'y a pas de sujet, ça va pas parler d'à droite à gauche, tu vois, ça peut rigoler et tout, mais ça reste vraiment axé que autour du combat. Et moi, j'ai été impressionné par ce côté vraiment, vraiment professionnel, tu vois. Et je pense que pour un athlète du niveau de BSD, si, comme il dit, il aspire à aller chercher des mecs comme ma salive elle est restée dans ma bouche, des mecs comme Makhachev, tu vois. Ouais. Donc là on voit qu'il y a un monde quand même entre ce qu'il a proposé hier et Makhachev. Ça va être très compliqué. C'est ce qu'on lui reproche aussi à BSD, hein, c'est d'avoir parlé, il n'y a aucun mec qui fait 3x5 avec moi, et là c'est un sport cruel, c'est un sport ingrat. Parce que tout ce que BSD a fait, il y a des mois, il était au top, et là, tout le monde l'enterre sur les réseaux. Attention, moi, en tout cas, nous, qu'on soit clair. Regarde, on reproche à Fares d'avoir une personnalité un peu qui s'efface, qui l'en fasse pas beaucoup et tout. Et tu vois, et derrière, quand on a un mec comme BSD qui parle beaucoup trop, on lui reproche de beaucoup trop parler. Et encore, il parle même pas beaucoup, hein, moi, BSD. Franchement, encore, il parle pas beaucoup. T'as vu, en France, on a un problème avec ça. On le voit avec Doumbé, avec truc, on a un problème avec le trash talk. Et il faut pas oublier que le MMA, c'est un sport spectacle. À la base, tu vois, Dana White, il a racheté la WWE à côté. À côté, il y a le truc de slap, de gif, tu vois. Ça veut dire que vraiment, c'est un mec qui est sur le divertissement. Bien sûr. Tu vois, de toute façon, quoi que tu fasses, que tu communiques pas, il y a des gens qui vont te le reprocher. Tu peux pas faire l'unanimité. Non, mais puis et même... au moment où tu vas pas faire l'unanimité, c'est ceux qui sont mécontents qui vont s'exprimer. Aujourd'hui BSD, on peut pas dire que BSD, c'est quelqu'un qui a une grosse gueule. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, et pour le peu qu'il parle, il est toujours... Enfin, voilà, il y a confiance en lui, et de toute façon, aujourd'hui, son intérêt, c'est quoi ? C'est de faire des fights qui payent. Point. Et ces phrases-là, il les dit sur l'euphorie. Hein. Et puis, ouais. Parce qu'il faut se dire aussi, tu bats Frévola à la maison, comme ça, un truc et tout, il y a tout le monde, la Marseillaise. Il sait très bien, BSD, c'est pas un teubé, il sait très bien qu'en disant qu'il prend Makhachev, il sait très bien que ça va faire réagir toute la communauté autour. En fait, c'est du business. Quand il dit il n'y a aucun mec qui fait 3x5 avec moi, peut-être qu'il ne le pense pas, mais c'est pour vendre son truc. C'est un call-out général. Voilà. Et c'est pour négocier des meilleurs combats, des meilleurs primes. Exactement. Mais il aurait peut-être pas eu le Poirier derrière, tu vois. Ouais, exactement. Et vous avez parlé de Faresiam. Juste vrai, je veux faire une petite aparté. Franchement, respect. Il a fait une masterclass. Extraordinaire. Il lui a montré la vie à Frévola. Il lui a fait du sale. Et Fares, c'est l'exemple de combattant à l'ancienne, on va dire, dans le sens où il s'entraîne beaucoup. On lui demande maintenant, mais tu vois, il n'est pas excessif sur les vidéos, les supports sur les réseaux. Et c'est un putain de travailleur qui s'entraîne comme un acharné depuis des années maintenant. Il a commencé le sport très tôt, il a commencé le sport de combat très tôt. Oui, j'arrive à l'UFC à 22 ans. Déjà là, il est rentré à 22 ans à l'UFC. C'est quoi, c'est quoi l'anecdote C'est quoi, 6-8 raconte-nous, c'est son 6e combat. Raconte-nous comment il a atterri à l'EBD. Il a fait comment il a atterri à l'EBD. À l'époque, l'EBD, faut se dire, comme c'était interdit en France encore, la Belgique, c'était l'endroit le plus proche pour combattre pour les Français. Le BD qui arrive avec une organisation. Justement, le BD aussi, c'était un des premiers événements à miser sur le visuel, à faire des beaux teasers. On s'entraînait dans une belle salle. Les premières années de l'EBD, ils nous ont régalé. On était bien reçus, tu vois, on était bien reçus. Il y avait des pesées médiatiques, c'était bien fait. Et si tu calcules le BD c'est Faresiam, Saladin Parnasse, Morgan Charrière, Johnny Walker. Johnny Walker. Extraordinaire. Il y a qui d'autre ? Il y en a. Benoît, il passe par là. J'en oublie qui ? BSD est passé par là. Benoît, Bolagi.
Pirello, tu vois Gaetano, ou pas ouais. Quand même. Un grand respect à tous ces combattants, en vrai. Un grand Donc vivier, nous, ça tu nous vois. fait plaisir parce que nous, on les a vus combattre à un moment donné où personne les connaissait, du coup. Et donc nous, c'est un peu on est content Bon, en de les fait, voir après percer sur la scène Personne ne les internationale. connaissait. Ouais, ils n'étaient pas connus du grand public. Du grand mais, public, mais ils étaient dans le circuit. monde du MMA Ils étaient et dans le tout, circuit, bien sûr. C'était déjà des mecs qui brillaient sur le 100% fight, tous les contenders et tout à l'époque. Et donc, du coup, pour en revenir à pancrace. Fares Ziam, alors, du coup, comment il a atterri c'était quoi? C'est par rapport à un combat, je crois, en pancrace, je crois, non? Il a pas mis KO un mec. Ah ouais, moi je l'ai connu lors de son combat contre Damien Lapillus. Je me souviens plus. Je me souviens plus C'était à Lyon, je crois. de l'événement, mais c'était un événement à Ah, Lyon. Jean Ouais. Bagal. Ouais, Jean Bagal. Et UFC. Damien Lapillus qui était une grosse tête du circuit à l'époque. Et Fares Ziam, je sais plus, premier ou deuxième round, il le bat high kick à la surprise de tout le monde. tu vois. Extraordinaire. Et c'est comme ça qu'on. Et Fares Ziam, pour la petite anecdote, c'est un Boushadi au cas où. Un Pour les gens qui savent pas. Un Boushadi. Ah, extraordinaire. Bon, donc bah, cette UFC Paris qui a été, je pense, une réussite. On aimerait, nous, demain à l'Ultimate Cage, pouvoir vous proposer des shows un petit peu à l'américaine et performer sur les match-ups, vous proposer des vrais défis. En tout cas, on cherche à s'inspirer des meilleurs et l'UFC jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui peut parler ou rivaliser avec cette organisation, même si on a des organisations émergentes comme le PFL qui aujourd'hui pointe le bout de leur nez et tout en France et tout, mais ça reste quand même un autre level. J'ai été, moi, dans une orga qui m'en avait mis plein la vue. C'était au Gorilla. Gorilla, Avant que Khabib il rachète. J'avais coaché quelqu'un là-bas en Ouzbékistan. Et au niveau du show, c'était quelque chose. Ouais. C'était un stade, il y avait 12 000 personnes, plein à craquer. Les invités d'honneur, il y avait toute la team Khabib. Avec 12 000. Ouais. Avec toute la team Khabib, avec Islam, tout, ils étaient tous là. Les invités d'honneur, c'était Franck Mir, je sais plus qui. Comment il s'appelle Et je me rappelle, parce qu'en fait, je fouillais, je cherchais un truc, et j'ai atterri comme ça dans la salle où il y avait le show. Et en fait, ils avaient ramené, comment il s'appelle, Roy Jones. Ah, Roy Jones, Qui chantait, qui chantait sa chanson et tout, avec les flammes, les trucs. Et ça, c'était niveau show. Ça, c'est un des. Et surtout, comment on appelle ça, l'accueil des combattants. Parce que c'était pas des combattants, c'était des combattants comme nous, tu vois. Donc il y avait par exemple des petits noms en France, par-ci, par-là, chacun dans leur pays. Mais ils avaient réservé, je crois que c'était un genre d'opéra ou un truc comme ça, pesée médiatique, tapis rouge, ils avaient tous leurs photos comme ça. Tu rentres, claque, réception, bazar et tout. Et là, ils m'en avaient plein les yeux. Vous qui avez fait l'Ultimate Cage, donc le 1, tu as participé au 1 et au 2, non, au 2, tu n'étais pas là. J'étais en Thaïlande, moi. Comment vous avez été reçu, comment l'accueil, le jour de l'événement? Est-ce que l'accueil était au niveau ou pas concrètement? En toute transparence. Sur l'organisation? Ouais. Ouais, franchement, c'était lourd. Hein. Nous Franchement, aujourd'hui, c'était les retours qu'on a, moi, sur l'Ultimate Cage 2, parce que moi, j'ai intégré l'équipe à partir du 2, tous les coachs, mais vraiment tout, on a fait venir des gens de toute la France. Tout le monde, les vrais points positifs, c'est l'accueil, l'hôtel, la prise en charge, les salles d'échauffement, la restauration. Et c'est un de nos points forts à nous. Vraiment, on met le paquet pour que les mecs, quand ils viennent, ils soient dans un bon mood, bon état d'esprit, content d'être là. Parce que tu peux être content de venir combattre, par contre, tu peux être vite dégoûté le jour où tu arrives et tu sais que voilà, c'est pourri, tu vas avoir froid toute la journée, y a pas de tatami pour t'échauffer. Ça, moi, je l'ai eu dans une grande orga, enfin une grande orga en France, l'année dernière où je suis arrivé à la gare, personne pour nous récupérer. Ouais. C'était à 20 minutes, on a marché. J'arrive dans la chambre. La chambre, c'était, en plus, j'étais avec SB. T'avais la bête, ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 mètres carrés, c'est chaud. Là, au final, il t'en reste 3. Après... donc ça, de 1, de 2, de 3, pas de baignoire, c'était prévu, mais de 4, ils donnent un sauna portatif. Ils me disent, ouais, attends, lui, il a fini. J'ai mis hors de question. En plus, les champax, les trucs et tout. C'est mort. Au final, ils en donnent un. Il n'y avait pas de coussin. Heureusement que moi, j'ai la pose du bled. Je serais resté comme ça.
Voilà, j'ai mis les coussins du truc, j'étais comme ça et tout. Le lendemain, on veut s'entraîner. On s'est entraîné sur un terrain où les vannes, t'as vu, ils font les vidanges des toilettes, où tu branches l'électricité. Voilà, c'était catastrophique. Moi, je me suis dit, bien, Berlorgos, ça tue, tac, 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 putain. Bah, c'est ça, mais ça peut te flinguer un petit tu vois peu des ton orgas moral. amateurs, et c'est ça. L'émergence des orgas amateurs aujourd'hui, c'est exceptionnel. En amateur, on vient, on a l'hôtel, on a des. En vrai, c'est incroyable. Pour de Ah, vrai. c'est pour ça que c'est des belles opportunités. Et moi, je suis un petit peu fier de participer à ce genre d'événement et de pouvoir et de pouvoir proposer, parce que moi, je sais que c'est important. Et moi, je mets un point d'honneur à ce que les gens ils soient bien reçus dans le confort. Et quitte à ce que ça coûte plus d'oseille, tu vois. Donc, on va pas se mentir, l'objectif, c'est aussi nous, à la fin, de pouvoir s'en sortir financièrement, mais que tout le monde y s'y retrouve. Mais ça sera pas au détriment, en fait, du confort des athlètes quand ils viennent, quand les coachs ils se déplacent, quand la fédé, elle vient. Et c'est un vrai point fort qu'on a, nous, dans l'orga. Et puis, vous allez découvrir ça bientôt, donc le 19 octobre. T'avais pas combattu au 1, toi? Non. Non, Non, c'est le je FSP devais que même t'avais pas. fait, toi. Toi, c'était le FSP. FSP. Ah ouais, non, j'ai pas fait Ultimate. J'en ai fait aucun, je suis venu, mais j'ai fait aucun. Je suis venu aux deux. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir participé au podcast. Ça m'a fait un grand plaisir de vous recevoir. De même. Donc, on se donne rendez-vous donc, le 19 octobre. Soyez prêts, en forme, au poids. Et puis, on compte sur vous pour le spectacle. En tout cas, on fera en sorte à ce que ça se passe bien pour tout le monde. Nous, c'est ça. Merci à vous, les gars. Merci Merci à à toi, toi. merci beaucoup.